bonsoir. Merci d'être là pour ce rendez-vous des jeudis de la Procure, où je suis très heureux d'accueillir Jean-François Petit pour parler de ce livre important qui est publié chez DDB, Histoire de la philosophie française au XXe siècle. C'est un panorama de 500 pages, assez volumineux, mais qui se lit avec plaisir, je trouve, et qui quand même nous présente un bon siècle de philosophie, avec le talent de Jean-François Petit, alors qui est assomptionniste. Certains d'entre vous le connaissent pour lire ses articles dans la Croix des livres, assez régulièrement. Et maintenant dans la documentation catholique. Et dans la documentation catholique dont il a la responsabilité. Et puis, donc Jean-François Petit est auteur d'un certain nombre d'ouvrages. Je cite notamment chez DDB, Saint-Augustin et l'amitié, Une société en quête de sens politique. Et puis, chez Bayard, il y avait eu aussi assez récemment un livre intitulé Individualisme et communautarisme, qui faisait un peu le lien entre la pratique française et celle des États-Unis. Autant dire un connaisseur de la philosophie en général, philosophie politique aussi en particulier, et un enseignant. Voilà, pas très loin d'ici. Pas très loin d'ici. À l'Institut catholique de Paris. Voilà. Donc, alors, Jean-François Petit, juste une première question peut-être un peu naïve, mais comment, c'est pas totalement anodin de faire un livre comme ça, une histoire de la philosophie française sur un siècle. Il y a plusieurs manières d'envisager un tel ouvrage. Ça vient d'où? Est-ce que c'est la suite d'un certain nombre de cours que vous avez donnés? Quel est l'angle d'attaque que vous avez voulu privilégier? Parce que le champ est immense, oui. Il y a des choix à faire, oui. Même s'il y a peu d'impasse quand même. En tout cas, vous les justifiez. Je les justifie, je me suis dédouané, donc voilà. Je ne parlerai pas ici de Simone Veil, je le regrette, je le confesse. Bon, il y a un certain nombre de domaines, je n'ai pas voulu m'aventurer parce que je suis moins spécialiste, mais ce que j'avais envie, c'est de donner le goût à la philosophie, tout simplement. C'est d'abord ça qui motive ce travail. Alors effectivement, bon, c'est peut-être un travail qui peut sembler austère à première vue. Moi, j'ai en tout cas pris beaucoup de plaisir. Et je crois qu'effectivement, dans la philosophie française au XXe siècle, il y a de grands courants. Vous savez que cette philosophie a quand même un certain aura à l'étranger. Je salue ici des amis polonais. Et contribue aussi au rayonnement de la France. Bon, voilà, donc c'est né à la fois d'une pratique d'enseignant, parce que je suis effectivement enseignant en philosophie et j'ai aussi un peu à rendre compte de la vitalité de la philosophie française, mais aussi plus largement d'un goût pour la philosophie. Et je pense que beaucoup de gens l'apportent. Les émissions de philosophie ou les rendez-vous philosophiques ont souvent beaucoup d'intérêt. Et je voulais un peu honorer ça. Alors effectivement, plus on se rapproche de la période contemporaine, plus c'est compliqué. Voilà, c'est un peu ça la difficulté. Bon, j'ai pris des risques, hein. J'essaie une petite classification, j'essaie un certain modèle. Bon, les lecteurs me jugeront. Alors, d'autant que le panorama est large, disais-je tout à l'heure, parce que certes, c'est une histoire de la philosophie française au XXe siècle, mais vous avez toute une partie au départ où vous évoquez finalement les héritages de cette pensée philosophique du XXe siècle, qui ne vient pas de rien, voilà. Qui est elle-même issue d'un important foisonnement qui était celui du XIXe siècle, et puis de quelque chose de très français finalement, qui est la volonté en France, vous le dites bien, et ça je trouve que c'est un point très intéressant d'approche dans votre livre, la volonté véritablement en France, et dans la République laïque française, de faire de l'enseignement de la philosophie une sorte de, on va presque dire, de sacerdoce laïque, et avec une figure du prof de philo, qui au fond
Est-ce que c'est presque une exception française, à ce niveau-là d'institutionnalisation? Alors là, je ne pourrais pas dire, mais en tout cas, pour la France, bon, sachez que ça jouait un rôle considérable. L'idée que je défends beaucoup dans ce livre, c'est que la philosophie est vraiment fille de la République, fille de la Troisième République en France. Et quand il a fallu installer un socle, une armature à la pensée de la République, on a fait appel aux philosophes. Ce n'est pas du tout surprenant si aujourd'hui vous les retrouvez dans toutes les commissions, les hautes autorités. Et aujourd'hui, la philosophie joue un rôle conséquent. Alors, on sait que c'est une discipline aussi à laquelle on fait souvent appel, mais historiquement, c'est vrai que c'est un peu une partie de la thèse de mon livre. La philosophie au XXe siècle s'origine beaucoup dans les tentatives de la fin du XIXe siècle pour institutionnaliser la discipline, pour en rendre raison, et aussi pour fournir un certain socle dans un débat qui était un débat évidemment avec l'Église. Parce que, effectivement, ça ne s'est pas toujours très bien passé avec l'Église. Alors, ce n'est pas un livre d'histoire de la philosophie française d'un point de vue chrétien, enfin, pour ceux qui m'ont lu, vous allez quand même repérer qu'à certains moments, je donne quand même un point de vue chrétien sur la chose. Alors, de fait, d'ailleurs, dans cet héritage de la philosophie du 19e, on voit bien qu'il y a... alors vous citez un certain nombre d'auteurs, Bergson, Brunswick, Bachelard, Blondel, pour citer les principaux. On voit bien que déjà, dès le 19e siècle, il y a une tension entre, d'une part, un rationalisme positiviste qui est, alors là pour le coup, qui consonne assez admirablement avec l'esprit de la République laïque à l'époque, et puis des philosophies, et celle de Bergson et celle de Blondel en sont deux exemples différents, mais de ce point de vue convergent, de refus de ce rationalisme étroit, étriqué, qu'on juge insuffisant. Et à mon avis, ces philosophes avaient raison, c'est ce qu'on appelle les 3 B, Brunswick, Boutroux aussi, Blondel, et puis surtout Bergson. Et quand je disais tout à l'heure la philosophie est fille de la République, vous savez que Bergson, on lui confie des grandes responsabilités. C'est lui qui va aux États-Unis demander le ralliement pour la Première Guerre mondiale des Américains. Bon. Donc Bergson, le grand philosophe, l'aura magistérienne, un vrai magistère chez Bergson, magistère philosophique, qui effectivement va intéresser progressivement les catholiques, et les catholiques vont progressivement aussi se rallier. Certains sont très opposés à Bergson, d'autres disent, mais il y a là une porte d'entrée pour une recherche de type spirituel qu'il ne faut absolument pas négliger. Et c'est vrai que, bon, vers la fin de sa vie, vous savez, la fin de Bergson est tragique, d'origine juive, obligé de porter l'étoile jaune, mais en même temps, proche du christianisme, très proche. Donc, son grand livre, Les 2 sources de la morale et de la religion, invitant les gens aussi à se dire, enfin, qu'est-ce que c'est qu'un phénomène religieux? Et ces réactions contre le positivisme, en ses excès, aussi chez Blondel, ont eu du bon parce qu'ils ont desserré l'étau philosophique qui n'était pas approprié aux recherches des gens à cette époque-là. Alors, comment on peut analyser, puisqu'on parlait des rapports de la philosophie avec le christianisme ou avec l'Église, dans un sens institutionnel, comment peut-on analyser le positionnement catholique, d'une part vis-à-vis de Bergson, un peu plus profondément, et vis-à-vis de Blondel? Parce que là aussi, il y a même eu des itinéraires, vous en parlez, d'évolution. Maritain, oui, par exemple, a changé dans son approche. Voilà. Alors, bon, les 2 cas de figure sont différents. Je commence par Blondel. Blondel soutient une grande thèse, l'action, à la fin du XIXe siècle. C'est une thèse qui est jugée par ses commentateurs et puis aussi les gens qui vont être amenés à la juger bizarre. Bizarre parce que l'action, voilà un problème qui n'était pas jugé philosophique à l'époque. Qu'est-ce que c'est que l'action? Et Blondel s'attache à montrer que dans l'action, il y a peut-être plus que l'action. L'action est portée par autre chose. Alors, évidemment, les rationalistes de l'université disent ça, mon cher ami, vous êtes en train d'essayer de nous faire adhérer à la foi. C'est une tentative d'apologétique. Et puis de l'autre côté, du camp chrétien, entre guillemets, on se dit, mais enfin,
ce philosophe-là, c'est d'abord un philosophe de l'université. Donc, ce qui fait que Blondel va avoir un destin un peu difficile. Hein, on l'appelle le philosophe d'Aix, parce qu'il va être relégué à Aix, personne n'en veut, et donc il se débrouille avec un tout petit nombre d'étudiants, mais il aura une très grande influence sur le développement du catholicisme, notamment de l'action catholique, puisque sa thèse sur l'action aide la structuration des mouvements laïques. Et donc, tous les grands théologiens, par exemple le cardinal de Lubac, futur cardinal de Lubac, vraiment s'inspirent de lui. La théologie de Lyon, la théologie de Fourvière notamment, est vraiment très très inspirée de Blondel. Alors pour le cas de Bergson, c'est un cas différent. Parce que Bergson, c'est d'abord quelqu'un qui s'interroge sur la biologie, sur les phénomènes scientifiques, et qui, au fur et à mesure de son évolution intellectuelle, se rend compte effectivement que les phénomènes spirituels doivent être pris en compte, et que la morale du héros, la morale du saint doivent aussi avoir droit de cité, et que ce que représente le catholicisme est digne d'intérêt. Donc Bergson, c'est quelqu'un qui joue parfois un peu au chat à la souris avec les catholiques. Et certains disent tout sauf Bergson. Bergson n'est pas enseigné à l'Institut catholique. Et puis progressivement, on va se rendre compte qu'il n'y a rien d'opposé. Enfin, il est d'abord mis à l'index. Voilà. Donc si vous voulez être célèbre, il faut d'abord être mis à l'index. Et puis après, les gens se rendent compte effectivement que dans les thèses bergsoniennes, il y a quelque chose qui peut être de l'ordre de la préparation au catholicisme. Voilà, donc Bergson, c'est quelqu'un qui aura eu un destin singulier parce que non seulement, je l'ai dit tout à l'heure, c'est un philosophe de la République, mais c'est quelqu'un qui intéresse tout le monde. C'est une pensée qui résonne chez des artistes, chez des hommes de lettres. Donc la capacité aussi de parler de choses relativement simplement, de choses complexes, et avec un engouement, aujourd'hui, même Michel Onfray n'a pas, il faut dire les choses comme elles sont. C'est-à-dire qu'au Collège de France, les gens se précipitent pour aller écouter Bergson. Il y a un phénomène de mode. Par rapport à ces penseurs, il y a quand même l'école rationaliste qui demeure, qui subsiste. Sur Brunswick, vous dites qu'au fond, si j'ai bien compris, c'est l'apogée, c'est le début du déclin. C'est déjà peut-être un rationalisme qui commence à s'essouffler un peu. Et donc, du coup, est-ce qu'on peut dire, du coup, un peu commencer à se scléroser ou à s'auto-caricaturer? Voilà, bon, si vous voulez, c'est compliqué parce que Brunswick, c'est un personnage très consacré. Il est en position vraiment de puissance à la Sorbonne à l'époque. Il règne sur les jurys d'agrégation. C'est quelqu'un qui est... À quelles années quand il est dans les jeux, c'est dans les années 30, etc. Donc, le philosophe que j'ai étudié le plus, qui s'appelle Emmanuel Mounier, est un de ses étudiants. Bon, Brunswick fait la pluie et le beau temps, faut dire les choses très, très, très clairement. Et c'est un très bon connaisseur de Descartes, cartésien, et qui tire le rationalisme vers une forme d'idéalisme. Il y a un livre dont le titre me semble assez significatif, c'est Le progrès de la conscience. Pour lui, la conscience progresse, je ne vais pas dire de façon automatique, mais de façon relativement heureuse. Alors, malheureusement, quelqu'un comme Brunswick, si c'est vraiment quelqu'un qui montre bien l'intérêt aussi de la philosophie, s'il a une reconnaissance aussi internationale, c'est des gens qui, c'est intéressant aussi à le signaler, à l'époque voyagent beaucoup, ils voyagent en Europe. Malheureusement, par rapport au phénomène de totalitarisme, la clairvoyance n'est peut-être pas toujours aussi suffisante. Et Brunswick va aussi lui avoir un destin tragique, sa bibliothèque pillée, il est obligé de se réfugier pendant la Seconde Guerre mondiale. Voilà, donc, mais c'est une grande figure de la philosophie française, passablement, voire totalement oubliée aujourd'hui. Alors, vous me permettez une bonne transition, puisque effectivement, ce que vous évoquiez, c'est-à-dire peut-être un certain aveuglement ou une certaine incompréhension de ce qui pouvait se passer profondément dans le monde et qui était la montée des totalitarismes, enfin on verra que cet aveuglement il va quand même durer aussi quelques décennies. Bien sûr. Bref, mais enfin, c'est vrai qu'à un moment donné, après la Deuxième Guerre mondiale, il y a effectivement une prise de distance, de compréhension du drame
drame de l'histoire et finalement de la mise en doute d'un certain nombre de récits. Et vous intitulez une de vos parties dans laquelle vous évoquez, on va y revenir, 3 philosophes ô combien importants. Alors, votre cher Emmanuel Mounier, enfin votre... Oui, enfin, en tout cas, vous partagez un petit peu aussi ça, voilà, ici. Vous avez beaucoup travaillé là-dessus, et on va en parler, mais également Sartre et Althusser. Ouais. Vous intitulez cette partie avec un point d'interrogation, fin des grands récits. Oui. Pourquoi et pourquoi le point d'interrogation? Alors, pourquoi? Parce que bon, cette expression, je la prends à un philosophe qui s'appelle Jean-François Lyotard, et qui appelle ça grand récit, c'est-à-dire vision un peu fortement structurée du monde, qui nous disent un peu le tout de l'homme, de la vie, des choses à comprendre. Bref, hein, des formes structurantes qui englobent tout. Hein. On va pas faire le pédantisme, enfin en allemand, Weltanschauung, les gens qui connaissent bien l'allemand ici. Donc, cette période-là, hein, c'est une période aussi intéressante, on est quand même assez structuré en école, hein, le marxisme, hein, le personnalisme, et surtout l'existentialisme. Sartre domine à la scène intellectuelle de façon considérable. Et Sartre, c'est l'intellectuel total. Hein. Journaliste, homme de théâtre, polémiste, philosophe, bref, il est partout le premier. Alors, parfois c'est peut-être contestable hein, d'être partout le premier. Enfin, c'est quelqu'un qui écrit énormément et qui montre un brio intellectuel qui, effectivement, est encore aujourd'hui un peu inégalé. Même si, Sartre, il faut le dire aussi, c'est quand même beaucoup trompé. Hein. Alors, justement, c'est Marcel Aimé qui l'appelait la Judée du vocal. Je ne sais plus. Mais, alors justement... Oui, alors il y a un titre assez amusant d'un livre, je ne dirais pas sur quel auteur, je chercherai ici, à la procure, un allumé qui se prend pour un phare. Voilà. C'est pas très joyeux, mais enfin bon. Ça le mérite d'être drôle. Oui. Alors, effectivement, souvent d'ailleurs, on parle d'un couple antinomique entre Sartre et Camus. Oui. Alors Camus ne fait pas partie des grands développements de... Je le confesse, alors, voilà, j'ai fait pénitence, hein, puisqu'on a organisé un colloque à l'Institut catholique sur Camus. Et c'est vrai que Camus a été méprisé, a été renvoyé de façon indigne. Un Camus, c'est quelqu'un qui... est dans une position de modération, dans une position de prudence et dans une position de sagesse qui fait honneur. Enfin, c'est quelqu'un qui appelle à la guerre civile en Algérie alors que les tensions sont très fortes et s'exacerbent d'un côté et de l'autre. Philosophe pour classe terminale, hein, cette étiquette lui a collé à la peau de façon injuste. Puis aussi c'est quelqu'un qui est mort trop tôt, hein, quand il meurt en 60, il n'a pas donné le tout de son œuvre. Quelqu'un qui pense que c'est pas injuste, visiblement, dans l'Assemblée. On verra, on discutera. Mais en tout cas, comme vous n'évoquez pas énormément Camus, oui, et c'est loin d'être un reproche de ma part, c'est juste un constat, et qu'en revanche, vous avez un long développement, ce qui ne nous étonne pas, sur Mounier, oui, on se dit, en lisant cette partie de votre livre, mais au fond, est-ce que la grande antinomie fondamentale de l'époque, elle n'est pas entre l'existentialisme de Sartre, oui, et le personnalisme de Mounier, où là on a vraiment deux pôles, là pour le coup viennent de traditions philosophiques extrêmement différentes, et qui alors l'un domine, hein, vous le disiez, oui, Sartre, oui, oui, oui. Et Mounier quand même à l'époque beaucoup moins rayonnant, beaucoup moins puissant, beaucoup moins influent. Voilà, il est plus puissant dans les cercles catholiques, voilà, évidemment. Bon. Mais le grand débat est surtout entre l'existentialisme et le marxisme. Alors, voilà, dès que ça se termine par isme, hein, y compris d'ailleurs christianisme, hein, c'est souvent le début de la fin. Hein, mais enfin, c'est entre l'existentialisme, dans les différentes versions de l'existentialisme, parce que Mounier, donc né en 1905, comme Sartre, récuse à Sartre le privilège de l'existentialisme. Il dit, enfin, l'existentialisme existait déjà avant-guerre, et vous prenez des gens chrétiens comme Gabriel Marcel, bon, vous aviez là une figure tout à fait importante pour montrer l'importance de l'existence. Hein, l'importance de l'existence, c'est d'abord ça. Alors donc, Mounier, lui aussi, joue un peu les choses. Bon, bientôt va reparaître son introduction
aux existentialismes, ça sera publié aux presses universitaires de Rennes. Bon, on essaie de valoriser cette pensée qui est attentive d'abord à la personne. Donc chez Mounier, c'est ce couple personne et communauté. Voilà deux choses qui nous intéressent encore aujourd'hui. Comment est-ce qu'on peut concevoir la personne? Tous les débats sur l'embryon, puis aussi sur les fins de vie concernent la dimension de la personne. Et puis de quelle communauté on a besoin, hein? Une communauté pas simplement chrétienne, mais notre façon de vivre ensemble. Bon, ben, Mounier, effectivement, va être un peu dépassé par la puissance de Sartre, parce que Sartre, c'est le normalien pur et dur. Mounier, c'est d'abord quelqu'un qui arrive de province, qui n'a pas pu aussi développer complètement sa pensée, parce qu'il a été happé par sa revue qui existe toujours, qui s'appelle Esprit. Comment d'ailleurs voyez-vous l'évolution de Mounier, en tout cas son parcours, parce que Mounier commence dans les années 30 à écrire, il est dans ces cercles de ces intellectuels non conformistes des années 30, dont le destin, pour certains, a été trouble, pour d'autres, beaucoup moins. Mais en tout cas, tous n'ont pas évité les écueils des années 40. Et puis ensuite, il y a toutes les années d'après-guerre, où Mounier traverse relativement bien cette après-guerre. Est-ce qu'il y a vraiment des périodes de rupture dans la pensée de Mounier, où vous voyez vraiment une unité profonde du début à la fin? Je pense que c'est une pensée d'abord qui est antisystémique, antisystématique. Mounier, c'est un destin très bref. Il est né en 1905, il est mort en 1950, donc il a vécu 45 ans. Donc c'est quelqu'un qui naît dans le contexte des années 30, philosophiquement, avec deux tuteurs importants. D'un côté, Jacques Chevalier, qu'on a un peu oublié, mais enfin, qui est un bergsonien catholique, et puis de l'autre côté, Maritain. Jacques Maritain, qui est le grand artisan, une forme renouvelée d'approche de saint Thomas. Et à partir de là, il développe un sillon qui est assez original, finalement, personnaliste. Alors, il n'est pas le seul à représenter le personnalisme à l'époque, il y en a d'autres. Il y a un immigré russe qui s'appelle Berdiev. Il y a d'autres issus du protestantisme, par exemple Denis de Rougemont. En bref, c'est une constellation, comme le thomisme à l'époque. Et donc, Mounier s'engage dans cette direction-là de recherche des structures fondamentales de la personne, avec cette volonté d'ouverture, de dialogue qui le caractérise énormément. Et donc, c'est pour ça que les premiers temps, il faut le dire, les premiers temps de la Révolution nationale, donc quand Pétain arrive au pouvoir, il y a une sorte un peu de pas de deux en se demandant, mais est-ce que ce régime-là va finalement être ouvert ou pas? Bon, ils se sont rendus compte qu'on est parti tout à fait dans des erreurs, et Mounier va le payer très cher puisqu'il se retrouve en prison, ce qu'on a un peu oublié, parce que parfois on a des images un peu fausses de lui. Et puis après la guerre, il est de ceux aussi, il est catholique très profondément, sans aucun état d'âme, c'est un vrai catholique, mais au sens d'une ouverture réelle. Il pratique le dialogue avec les communistes. Alors d'un côté, on l'accuse d'avoir été idéologue du régime de Vichy, et de l'autre côté, après, on l'accuse d'avoir été philo-communiste. Bon, ni l'un ni l'autre me semble juste au plan historique. C'est quelqu'un qui, effectivement, va jouer un rôle important parce qu'on le considère comme, c'est une expression qui a été donnée, on le considère comme un théologien en veston. Pas un théologien en soutane, c'est un laïc, et qui va préparer beaucoup l'Église à des évolutions fortes. L'Église se considère à l'époque encore comme forteresse assiégée, elle peut rétracter, après le contexte 1905, les biens ont été spoliés. Et puis, il va dire, mais non, la place des catholiques, c'est d'être dans le monde. Donc, aller de l'avant. Donc, essayer de trouver les structures qui conviennent. Essayer d'avancer le plus paisiblement dans un État qui est celui de la démocratie, de la République. Donc, toutes ces intuitions-là, finalement, vont être reprises par Gaudium et Spes, vont être reprises par les grands textes de Vatican II. L'Église dans le monde de ce temps. C'est ce que souhaitaient Mounier et d'autres. Et la figure et la pensée, en plus, de Jean-Paul II, qui doit beaucoup à ce personnalisme de... Oui, alors, de Mounier d'un côté, effectivement, donc c'est relativement attesté, quand
Wojtyła vient en France, il s'intéresse aux prêtres ouvriers, il discute avec les uns et les autres, il voit qu'effectivement il y a quelque chose d'important. Et puis dans sa formation, vous savez que Jean-Paul II était d'abord professeur de morale, voilà, je dis devant aussi à nos amis polonais, il s'est intéressé au personnisme allemand, donc à Max Scheler, à des gens qui ont permis aussi de développer un autre cycle. Alors, Sartre, Mounier, mais il y a un autre philosophe extrêmement important dont vous parlez dans cette partie du livre, et qui, c'est vrai pour le coup, aujourd'hui, est quasiment oublié, ou en tout cas, enfin, et évidemment qui a été un peu discrédité par son destin tragique. Il s'agit d'Althusser, qui finit par étrangler sa femme sur le coup de la folie, en 1980. Et alors là aussi, très curieux personnage, très curieux marxisme, quelqu'un qui vient au départ d'un milieu et d'une famille catholique, de milieux politiques proches du royalisme. Alors, et qui aujourd'hui, Sartre demeure, on le disait tout à l'heure, Sartre demeure, on l'a bien vu, on voit à chaque commémoration, et puis on voit bien en librairie, Sartre demeure un philosophe qui, même si beaucoup de gens pensent qu'il s'est trompé, qui demeure une référence de cette période intellectuelle. Althusser, beaucoup moins. Aujourd'hui, beaucoup moins. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer d'abord quel a été son parcours et quel a été ce qu'il a apporté dans l'histoire du marxisme et quelle position il a eu dans cette histoire de la philosophie française, parce qu'à un moment, il a été vraiment un homme clé de la pensée. Absolument, oui, vous avez tout à fait raison. En fait, bon, Althusser, vous l'avez très bien dit, vient des milieux catholiques, mais se convertit, entre guillemets, pratiquement à la pensée de Marx. Et il va jouer un rôle très important, puisque grand enseignant à l'école normale supérieure, il va former des générations à la pensée de Marx. Bon. Alors, c'est un théoricien de la pensée de Marx qui est mal accepté d'ailleurs par certains marxistes, parce que, bon, vous savez très bien que dans le Parti communiste, plus on réfléchissait, moins on avait de responsabilité, c'était clair. Bon. Donc, Althusser est quand même tenu un peu en suspicion. Il n'est pas un compagnon de route comme Sartre. Lui, il espère que pointer les faiblesses de la pensée du marxisme permettra un renouveau, une régénérescence, sur quoi peut-être aussi était plein d'illusions. Mais en tout cas, Althusser, c'est quelqu'un qui est intéressant parce que c'est quelqu'un qui cherche non seulement sur Marx, bon, il dit un certain nombre de points chez Marx ne sont pas suffisamment abordés. Le concept d'idéologie, l'idée d'État, etc., etc. Donc, il rentre dans l'œuvre théorique de Marx, en essayant de la commenter, de la prolonger, et puis il essaie aussi, d'un certain point de vue, de trouver chez d'autres philosophes, c'est ce que j'essaie de montrer dans mon livre, dans la pensée politique, par exemple chez Machiavel, chez Hobbes, des possibilités de renouveau. Alors, moi, ce que je regrette, c'est que le dernier Althusser du marxisme aléatoire, ce qu'on appelle le marxisme aléatoire, c'est-à-dire où il ne montre plus des déterminismes stricts, où il n'y a plus de loi de l'histoire, est souvent un peu passé sous silence. Et c'est tout à la gloire de l'Institut catholique de Paris d'avoir, dans un de ses professeurs qui s'appelait Stanislas Breton, maintenu un dialogue très très fécond avec lui, y compris au moment où il a sombré dans la folie. Voilà. Donc Stanislas Breton, un bon père, continuait à aller voir dans l'hôpital psychiatrique Althusser, et Althusser continuait à s'intéresser au catholicisme. Il demandait, mais Breton, dites-moi quelque chose là sur la théologie de la libération. Qu'est-ce que ça représente? Qu'est-ce que ça veut dire effectivement? Donc il avait gardé une sorte de nostalgie finalement du catholicisme dont il était en partie issu. Donc bon, certains y sont allés dans l'interprétation, à savoir il est rentré dans le communisme comme on rentre en religion. Je ne suis pas sûr que ça vaille totalement, mais enfin c'est une clé de compréhension. Et je regrette malheureusement qu'aujourd'hui Althusser soit plus connu pour ses problèmes psychiatriques que pour sa pensée. Ça, c'est une autre question. Est-ce que le dialogue, alors même si ça n'a pas été non plus très très décisif peut-être dans son œuvre, mais enfin le dialogue ou
le fait qu'il y ait un fil reliant tout de même Althusser avec le monde chrétien n'a jamais totalement cessé. Il y a eu ces relations avec André Mandouze. Bien sûr. Il y a l'affaire des chrétiens progressistes, il y a tout un tas de gens qui à l'époque pensent qu'il faut maintenir ce lien. Roger Garaudy, hein, vous connaissez peut-être la figure de Roger Garaudy, bon, des gens qui se disent, mais enfin, l'espoir, il est du côté des classes populaires, qui elles-mêmes sont aimantées par les partis communistes. Donc il faut absolument maintenir le lien, quitte parfois à se tromper, à aller trop loin, à vouloir aller dans des directions qui sont des directions peut-être malheureuses. Mais enfin, c'est aussi facile, hein, rétrospectivement, de faire le procès de gens qui ont été, dans certains cas, de bonne foi, et qui ont essayé, avec parfois beaucoup de naïveté aussi, de maintenir un dialogue qui était impossible. Alors moi, je pense à ce que disait Thorez quand il voyait Mounier. Il disait, mais Mounier, tout ce que vous dites, c'est dans le communisme que ça se pratique. Donc, venez chez nous. C'était la fameuse politique de la main tendue. Bon, ce qui était, à mon avis, un attrape-nigo plus qu'une main tendue, mais enfin, peu importe. Hein. Et il ne faut pas qu'on fasse complètement l'économie de ce rapport qui a structuré les gens. Hein. Ça a structuré les gens longtemps. Hein. Vous savez que le Parti communiste en France, à la Libération, c'était un des partis les plus puissants. Hein. Le parti des fusillés, beaucoup de gens votaient pour, toutes les classes populaires. Bon, regardez ce qui se passe aujourd'hui. Hein. Alors je rappelle que nous sommes avec Jean-François Petit pour son Histoire de la philosophie française au XXe siècle chez DDB. Je dirais que on a mangé son pain blanc quand on est arrivé là, parce que d'une certaine manière, bon, on était avec Bergson, Blondel, voilà, les grands anciens. Ensuite, c'est cette espèce d'époque qui va des années 30 aux années 50, avec après les années 60, enfin, avec des figures qui ont vraiment structuré un débat idéologique d'ailleurs très facilement lisible. Oui, repérage, avec une certaine, comment dire, appétence, enfin, je ne sais pas trop comment le dire, mais quand Sartre meurt en 1980, vous savez qu'il y avait des milliers de gens qui suivaient le cercueil, hein, à Montparnasse, hein, peut-être certains d'entre vous y étaient, mais enfin, c'était quand même très important, et l'émotion était une émotion réelle. Hein, donc, on avait là, effectivement, des figures qui paraissaient importantes. Vous connaissez, à propos de Sartre, hein, la formule qu'on prête à Raymond Aron, hein, mieux vaut avoir tort, hein, avec Sartre, hein, que raison avec Raymond Aron. Hein. D'ailleurs, bon, voilà, une lucidité comme celle de Raymond Aron était parfois un peu mise de côté au profit des élans du cœur de Sartre, qui jusqu'au bout va réviser ses théories pour sombrer dans le maoïsme, hein, après 68, dans des excès dont il mesurait parfois lui-même qu'ils étaient vraiment excessifs, hein, c'est le cas de le dire. Donc chez Sartre, jusqu'au bout, il y a cette volonté d'être aux avant-postes, qui l'amène à des erreurs de jugement, mais aussi parfois des erreurs consenties. Vous connaissez cette fameuse expression, il ne faut pas désespérer Billancourt. Il ne faut pas désespérer Billancourt, ben oui, bon, peut-être c'est une erreur de soutenir le communisme, mais en tout cas ça permet aux gens d'avancer. Il y a là effectivement le passé d'une illusion à faire. Alors, ensuite, c'est là où ça se corse quand même, parce que le panorama de la philosophie française, en gros du dernier tiers ou de la dernière moitié du XXe siècle, je ne sais pas quel est le bon mot, mais il y a véritablement, pour le coup, il y a moins de visibilité, et puis il y a un éclatement véritablement tout à fait prodigieux de la philosophie française dans les directions extrêmement diverses, avec une richesse d'ailleurs de production intellectuelle et philosophique tout à fait remarquable. Il suffit on ne va pas parler de tous les auteurs, mais il suffit de faire la liste de tous les auteurs dont vous parlez, Lévinas, René Girard, Paul Ricoeur, Derrida, Foucault, Lyotard, Deleuze. Un certain nombre sont encore aujourd'hui des stars de l'enseignement de la philosophie dans le monde, et notamment aux États-Unis. Je crois qu'il y a peut-être quelque chose à se dire, que peut-être plus qu'en France parfois, un certain nombre de ces auteurs continuent à être étudiés comme des classiques de la philosophie aux États-Unis. Mais alors quel est le fil rouge, s'il y en a un, quel est
là c'est plus compliqué. Vous savez, plus on se rapproche, plus c'est difficile. Hein. Être historien du présent, c'est un métier redoutable. Hein. Moi, je dirais que quand même une partie de ces recherches, il y a quand même un courant qui est important, ce qu'on appelle la phénoménologie, hein. Donc né à partir des recherches allemandes, chez Husserl notamment, importées par Sartre en France, souvent mal compris, mais importées surtout par Lévinas. Lévinas comprend beaucoup mieux hein, ce qui se passe en Allemagne. Et chez ces philosophes, moi, ce qui me pose aussi un peu question hein, sur notre présent philosophique, c'est que tous sont quand même un peu obligés de passer par une extériorité, à savoir surtout les États-Unis, pour avoir non seulement le temps, mais aussi la possibilité de développer une œuvre. René Girard, hein, Ricoeur après 68, hein, qui est tourne-boulé par ce qui se passe et on ne lui fait pas beaucoup de cadeaux. Alors, voilà deux auteurs qui sont consacrés aux États-Unis. Michel Foucault, on parlera peut-être tout à l'heure. Voilà des gens qui sont parfois plus reconnus à l'étranger qu'en France. Je me dis qu'il y a un peu un problème. Aujourd'hui, Derrida est extrêmement commenté dans le monde anglo-saxon. Et Derrida est extrêmement commenté dans le monde anglo-saxon. Donc il y a des traditions aussi de liberté intellectuelle qu'on n'a peut-être pas toujours en France. Bon, là, il faudrait s'interroger un peu plus profondément sur cette question. Et puis aussi, je pense, c'est quand même quelque chose qui structure beaucoup le XXe siècle, c'est cet affrontement avec le mal radical, avec Auschwitz, avec... bon, dans un des derniers numéros de la documentation catholique, je fais un peu de pub, pardon, hein, mais il y a une conférence... En vente à la procure. En vente à la procure, donc ça va. Il y a une très belle conférence qui a été donnée il y a peu de temps par un grand théologien allemand, Jürgen Moltmann, sur Dieu après Auschwitz. Et Lévinas, comme ça, des gens comme Paul Ricoeur, sont des gens qui sont passés par les camps. On ne comprend rien à la philosophie française au XXe siècle quand on n'a pas en tête que tous ces gens sont passés pas loin de la mort, ont été confrontés au mal radical. Et donc, effectivement, il y a une question qu'ils ont eu très lourdement à porter et qui marque beaucoup l'œuvre de Ricoeur, qui marque énormément Lévinas. Lévinas, toute sa famille a été massacrée. Hein. Il faut quand même avoir ça aussi en tête. Hein. Alors justement, à propos de Lévinas, est-ce qu'il est, à l'époque où il est en activité, est-ce qu'il est central ou périphérique dans ce panorama de la philosophie française Alors là, ça dépend de quel point de vue. Comment trouve-t-il sa place, je dirais, dans la reconnaissance intellectuelle au moment où il écrit, au moment où il... on a l'impression qu'il est toujours un peu en marge. Oui, il l'a lui-même un peu souhaité, et puis aussi l'université lui a fait tellement de cadeaux. Hein, son accession universitaire, son ascension est lente. Hein, donc c'est quelqu'un qui commence effectivement par la périphérie. Puis on ne comprend pas très bien ce qu'il dit. Enfin, faut être clair. Hein, totalité infinie, à sa grande thèse, mais enfin qui est difficile d'accès. C'est quelqu'un qui étudie aussi beaucoup à la pensée juive, évidemment, le Talmud, donc c'est pas très porteur pour tous, mais sa reconnaissance est forte aussi dans le milieu des phénoménologues. Hein, donc on voit très bien que c'est quelqu'un qui est très vite rentré dans une perspective, qui a voulu aussi que la phénoménologie prenne pas un tournant ontologique, hein, comme chez Heidegger, mais prenne un tournant éthique. Donc la question éthique est centrale hein, chez lui. Et donc, vous savez, il y a les reconnaissances, peut-être, je vais dire une bêtise ici dans une librairie, mais par le nombre de ventes. Oui. Ça arrive. C'est un type de reconnaissance. Voilà. Et puis il y a une reconnaissance aussi de la qualité d'une pensée, et qui ne se mesure pas forcément toujours au nombre d'ouvrages vendus. Nietzsche n'a pas vendu énormément de livres, et pourtant c'est une grande pensée. Parfois, il y a des librairies qui arrivent à très bien vendre voilà. Des philosophes. René Girard, par exemple, René Girard, un auteur absolument fétiche de la procure, aussi en termes de vente. Mais alors, justement, Lévinas, vous parliez de son rapport au judaïsme, qui est central dans son œuvre. René Girard, avec et Ricoeur pour le christianisme. Mais même, on lit dans votre
dans votre livre que même pour Derrida, il y a discussion. Oui, il y a discussion. Il y a débat pour savoir est-ce que c'est une pensée totalement sécularisée ou au contraire est-ce qu'il y a encore des traces. Mais si vous voulez, c'est l'honnêteté intellectuelle, hein. Je pense tout simplement de ces auteurs de se rendre compte qu'ils ne peuvent pas faire l'économie d'une réflexion en prise avec les références religieuses. Bon, Derrida se rend compte que certains de ses écrits sont proches de ce qu'on appelle la théologie négative. Hein, et il dit, moi je ne suis pas vraiment un connaisseur de la théologie négative, ne me demandez pas de parler de Maître Eckhart ou d'autres, mais je sens qu'il y a quelque chose là qui est assez proche de ce que moi j'essaie de dire. Donc voilà, Derrida qui s'engage dans ce terrain-là, qui est un terrain peut-être un peu risqué pour lui, parce que bon, il n'a pas évidemment tous les codes, mais que je trouve intéressant. Donc ces auteurs-là, Ricoeur, Lévinas, sont en discussion avec des sources. Et moi, ça me semble important aujourd'hui de reconnaître que pour la philosophie, si elle veut vraiment dialoguer, continuer à dialoguer avec l'ensemble, avec tout ce qui l'environne, il faut qu'elle prenne à bras le corps, et c'est une exigence aussi un peu de la société, la question des références religieuses. Est-ce que le plus radicalement étranger à la question religieuse ne serait pas Deleuze, pour lequel, au fond, alors, il parle du christianisme, puisqu'il dit finalement que le christianisme n'a eu comme principale conséquence que d'inventer l'athéisme. Mais donc vous allez me dire qu'il parle aussi du religieux. Voilà. Mais oui, alors c'est vrai que c'est en dehors de son champ, mais parce qu'il pose un peu comme postulat, hein, dans son livre qui s'appelle « Qu'est-ce que la philosophie ?», que la philosophie est radicalement athée ou elle n'est pas. Voilà, c'est ça, il pose ça comme pilier de sa philosophie, donc après il s'écarte. Et il est en dehors du champ. Mais des auteurs aussi importants que Michel Foucault revient à un questionnement sur le christianisme, d'autres aussi qui s'en sont écartés, sont parfois aussi, alors c'est pas de la récupération, enfin c'est quand même un constat, sont quand même irrigués de façon un peu souterraine par des questions qui sont d'essence religieuse. Vous savez, un philosophe ne peut jamais échapper complètement aux questions métaphysiques, ne peut jamais échapper non plus totalement à un questionnement d'essence religieuse. Hein. Alors, un de ceux, ou peut-être celui pour lequel c'est le lien est le plus frappant, c'est évidemment René Girard, oui. Qui progressivement, d'ailleurs, dans une œuvre qui a une matrice fondamentale très claire, dont il ne dévie pas, mais qui va avoir un approfondissement petit à petit jusqu'à, au fond, créer une œuvre qui dispose au christianisme, qui veut anthropologiquement disposer au christianisme. Là, pour le coup, on a véritablement, avec Girard, une tentative qui est extrêmement originale en termes de pensée. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Oui, René Girard, si vous voulez, ses grandes théories sur la violence et le sacré, hein, sur les désirs mimétiques, sont des théories qui s'originent dans une lecture très personnelle et très féconde des grands mythes, de la littérature, où il essaie de trouver un peu les origines de la violence et la façon dont le christianisme lui semble, précisément la personne du Christ, lui semble mettre un terme définitif à ces phénomènes de reproduction, duplication de la violence. Bon. Alors, cette théorie-là est une théorie très ambitieuse, et le mérite de Girard, c'est de l'avoir défendu obstinément, hein. C'est le moins qu'on puisse dire. Hein. Donc, dans un isolement intellectuel en France total, et malheureusement, il faut être un peu vieux en France pour être consacré philosophiquement, hein. Donc il faut aussi reconnaître ça. Donc René Girard, c'est quelqu'un qui compte beaucoup, parce que c'est pas une philosophie catholique ou une philosophie chrétienne, hein. Je crois qu'on en est un peu terminé avec cette problématique-là, mais c'est une philosophie qui fait droit à l'importance du christianisme. Et je pense qu'on peut guère faire l'économie dans la société actuelle de la reconnaissance de l'importance du christianisme. Donc, voilà, moi je veux bien, on est dans un horizon de laïcité, enfin il ne faut quand même pas durcir à outrance les choses, sauf à vouloir, dans certains cas, faire que les problèmes ressurgissent d'un côté alors qu'ils n'ont pas été suffisamment traités de l'autre. Et quand ils ressurgissent, généralement, ils ressurgissent mal. Voilà. Je ne vais pas dire avancer des noms de personnes qui traitent
improprement le christianisme, enfin un certain nombre de grands auteurs à succès ont une connaissance très pauvre du christianisme et de la théologie. Donc parfois, je le regrette, on est un peu gêné, parce que le traitement qu'ils font de la question de la vie chrétienne est tellement plat, est tellement insuffisant, sous-entendu ils ont de la théologie des années 50, et impropre à rendre compte des recherches actuelles, et insuffisant pour traiter vraiment les questions là où elles devraient l'être. Voilà, mais enfin, on ne peut pas être non plus un spécialiste de tout. Alors, bon, Jean-François Petit, vous n'êtes peut-être pas un spécialiste de tout, mais enfin, vous êtes un spécialiste de beaucoup de choses. En tout cas, il y a beaucoup d'auteurs que vous avez analysés et beaucoup travaillé. Je pense qu'il est temps de demander au public qui est là s'il y a des questions à vous poser sur votre livre, sur telle ou telle figure philosophique, sur tel ou tel thème. Donc, surtout, n'hésitez pas. À vous la parole. Monsieur. Oui. C'est vrai qu'on ne peut pas parler de tout, mais en philosophie des sciences, vous oubliez Henri Poincaré, c'est bien, mais enfin c'est quand même mieux que Bachelard. Oui. Et Pierre Duhem, vous n'en parlez pas. Non. Pour les deux grands, c'est Pierre Duhem. Celui-là, il ne parle que de la physique. Voilà. Ça sortait un peu trop de mon champ, hein, mais effectivement, vous avez raison. Bon, vous savez, c'est assez facile de pointer dans mon livre, on pourrait majorer tel ou tel auteur, tel autre moins. Enfin, je pense quand même que sur les grandes artères, je ne me suis pas trop trompé, mais c'est vrai que le rapport aux sciences mériterait d'être traité plus. Ce n'est pas mon domaine de connaissance propre, hein, c'est aussi un peu pour ça. Mais en même temps, je trouve que il y a des gens, si vous voulez, qui auraient mérité que je les prenne mieux en compte. Par exemple, j'ai un regret par rapport à Teilhard de Chardin. Alors là, vous allez me dire, bon, c'est pas directement ça, mais... Le problème, histoire de la pensée, histoire de la philosophie. Voilà, voilà. Et on est un peu contingenté. René Girard, je ne le considère pas comme un philosophe. Alors, monsieur, je répète, j'ai le micro. Effectivement, j'ai une question que je failli vous poser tout à l'heure. Moi, j'aime énormément René Girard, mais c'est vrai que naturellement, on ne le classe pas toujours dans les philosophes. Oui. D'ailleurs, je ne sais pas où le classer. Voilà, il est un peu inclassable. Hein, donc... Comment on défend la thèse de René Girard, vraiment philosophe, et non pas seulement penseur? Moi, il est philosophe dans le sens où il fait de l'anthropologie philosophique. Hein, c'est comme ça que moi je dirais les choses. Hein, c'est-à-dire que bon, il est effectivement à la charnière, je l'ai dit, entre littérature, théologie, pensée spéculative. On l'a considéré à un moment donné, je pense que l'expression est de Domnac, comme le Hegel du christianisme, donc quelqu'un qui réinterprétait complètement le christianisme. Hein, donc c'est quelqu'un effectivement qui a des côtés inclassables, mais j'ai envie de dire, c'est pareil pour les autres. Foucault, bon, qui était un très grand penseur, certains disaient vous n'êtes pas un historien, les autres disaient vous n'êtes pas un philosophe. Bon, Mounier, vous êtes trop littéraire pour être philosophe, les autres disaient vous êtes trop philosophe pour être littéraire. Enfin bref, hein, qu'on voit que les étiquettes parfois collent mal. Hein. Disait l'autre, les étiquettes c'est pour les insectes. Mais je crois que j'ai vu une autre main, monsieur. Parce qu'une boutade, je lisais un jour sur un magazine la remarque suivante, il n'y a plus de philosophes, je parle du XXIe siècle, il n'y a plus que des professeurs qui enseignent l'histoire de la philosophie. Ah, il en faut, hein. Alors, vous dites ça pour moi ou bien vous le dites? Non, je ne crois pas que c'était pas une attaque à dominer. C'est pas une boutade, mais quand même il y a une certaine profondeur. Oui, il y a une certaine profondeur. Effectivement, hein, certains trouvent que la philosophie française, c'est un peu trop cantonné dans l'histoire de la philosophie. Mais monsieur, on ne philosophe jamais à partir de rien. Hein, donc, je suis content que vous posiez cette question parce que ça me permet aussi de l'expliquer. Bon, je pense que Platon et Aristote sont indépassés pour un certain nombre de questions. Hein, voilà. La question de la justice est bien posée par Aristote. Et donc, il faut connaître Aristote. Donc, pour connaître Aristote, il va falloir faire un peu d'histoire de la philosophie antique. Alors, aujourd'hui, penser de façon un peu, je sais pas comment dire, libre, en dehors de ce rapport constitutif à l'histoire, ça me semble un peu compliqué. C'est pas impossible. J'ai de très bons collègues qui sont très, très spéculatifs, mais en même temps, vous savez, à un moment ou à un autre, on rencontre toujours
la façon dont les questions ont été structurées par Pascal, par Descartes, par d'autres. Hein, donc ça me semble difficile de faire l'économie. Voilà. Enfin, ce que je constate à travers ce que vous dites, c'est que l'important, c'est de continuer à penser. Et le travail propre du philosophe, je reprends là une définition qui est celle de Jean Lacroix, qui était un disciple et un collègue de Mounier, c'est de transformer les événements en expérience. Voilà ce que c'est que la philosophie. Transformer les événements en expérience, c'est-à-dire voir ce qui nous arrive. Et comment est-ce que cela, ça peut avoir une incidence et ça peut être repris au plan de la pensée. Ça me semble important comme geste. Il y a éventuellement la place pour une dernière question. Non, écoutez, pas de questions, donc on va s'arrêter là, en remerciant Jean-François Petit, dont je rappelle le titre du livre, Histoire de la philosophie française au XXe siècle, chez Desclés Brouwer. Jean-François Petit va pouvoir signer son livre maintenant. Juste deux petites annonces en passant. Le prochain jeudi de la Procure, donc la semaine prochaine, Jean-Yves Leloup pour son Dictionnaire amoureux de Jérusalem aux éditions Plomb. Nous serons le jeudi 22, si je ne dis pas de bêtises. Voilà. Et puis vous pouvez retrouver ce jeudi de la Procure et tous les autres jeudis de la Procure sur Internet, donc sur Dailymotion comme d'habitude, et depuis aujourd'hui sur le blog que la Procure a ouvert, blog qui recense un peu tous les événements de la librairie, un certain nombre de critiques de livres de libraires et surtout des critiques d'écrivains, puisque vous retrouverez dans ce blog des écrivains comme Patrick Kéchichian, François Taillandier, Fabrice Adjage, le père Cassin-Jean Trévedi, et j'en oublie. Voilà, donc une sorte de communauté d'auteurs autour de cette librairie qu'ils aiment et cette librairie qui les aime. Donc rendez-vous sur le blog blog-laprocure.com pour suivre ce qui se passe rue de Mézières. Merci Jean-François. Merci à vous.